Bah, merci encore, en tout cas déjà, pour commencer Viviane d'être avec nous, de partager cette journée et de réexplorer le film. J'aurais presque envie, j'y avais pas pensé, mais là forcément en montrant l'extrait, de commencer par te demander comment va le monde. Eh bien, je répondrais comme le peintre Bacon répondait à un journaliste qui venait le voir et le journaliste lui disait bah, Monsieur Bacon, comment ça va chez vous? Vous êtes optimiste ou pessimiste? Et alors Bacon réfléchit un instant et puis lui dit écoutez, moi ça va pas fort. Vous non plus, le monde non plus. Donc existentiellement pessimiste, mais avec mes nerfs si optimiste. Alors pour commencer, je trouvais ça bien de revoir le début du film, cette manière très particulière avec laquelle on rentre dans un univers, dans un monde vraiment. Et donc, pareil, on n'est pas encore sur l'écriture, mais ma première question, c'était quand même ça. C'est ce montage, ce télescopage de sous l'eau, sous terre. Quand ça vient, comment ça vient? Est-ce que ça vient dans l'écriture du scénario, avant le film, dans l'écriture pendant le film, ou dans l'écriture après le film, qui est le montage? Comment ça apparaît cette rencontre, en fait En fait, donc, allô? Oui. Alors, j'aime bien les micros. Parce que la voix, c'est très organique. Et comme le micro, c'est un peu électrique, ça fait un mélange comme ça. Il y avait cette impression que j'avais que les voitures peuvent être quelque chose d'assez désagréable, assez violent par le bruit qu'elles provoquent. Par la solitude dans laquelle on est dans une voiture, on a tous l'air de Playmobil. Moi, je suis jamais seule parce que je ne sais pas conduire. Donc, j'ai toujours un chauffeur avec moi, enfin quelqu'un de bien aimable. Mais voilà, et donc il y avait quelque chose à la fois qui m'était désagréable et en même temps je trouvais que ça coulait. Et globalement, la ville, je trouvais qu'elle avait l'air d'un aquarium, particulièrement la nuit, et qu'on avait l'air de poissons. Et donc les poissons qui existaient dans le film plus tard, dans des télévisions, des poissons en animation, c'est au montage où je me suis dit, tiens, le traitement sonore déjà de ce moment où on est dans un tunnel au début devait être, par exemple, on a supprimé beaucoup les sons des voitures, on les a recomposés juste d'avoir des chouc, chouc, des trucs qui passent comme ça, que ce soit très flottant. Et donc les vrais poissons, eux, sont arrivés pendant que je montais parce que je me suis dit, moi je ne crois pas aux métaphores en cinéma. Je ne crois pas qu'on me dise c'est comme si. Je crois qu'il y a une obscénité du cinéma, c'est-à-dire au sens vraiment étymologique, où l'objet est là, il vient devant la scène, donc c'est pas comme si, c'est là. Alors c'est un aquarium, et ben alors c'est vraiment un aquarium, et ben on met des poissons. C'est voilà, quelque chose comme ça. Et puis il y avait les poissons, par exemple, c'était ce sentiment, cette ambivalence. Euh, Quand on est ensemble, ça peut être à la fois essentiel, ça peut être important, ça peut être un élan, et ça peut être terrifiant. Le collectif peut avoir enfin, moi j'ai une horreur des foules, par exemple, déjà, mais là, pas à un niveau analytique, hein, c'est dans mon ventre, j'ai une angoisse dès qu'il y a beaucoup de monde. Et puis on sait que, voilà, il y a deux côtés, et les bancs de poissons, il y a une espèce d'harmonie merveilleuse. Ils glissent ensemble, tout d'un coup, miraculeusement, ils changent de direction tous ensemble. C'est quand même, c'est magnifique. On aimerait vivre ça en amour, mais on aimerait vivre ça collectivement. Mais il y a une autre face de ça, qui est cette manière où tout d'un coup, il y a un événement en Ukraine, on tourne tous la tête vers l'Ukraine, il y a un truc à Charlie Hebdo, tout d'un coup, mais qu'est-ce qui reste de ça? Il y a un côté un peu pantin, voilà, que je retrouve chez les poissons et qui ont donc un côté. Et le monde animal, je trouve que c'est toujours bien. Regardez, moi je regarde beaucoup la peinture. Et dans la peinture de la Renaissance, et même avant d'ailleurs, au Moyen-Âge, ils mettent enfin, souvent des animaux. Et l'animal vous oblige à vous déboîter. D'abord, il y a quelque chose d'incontrôlable, mais vous-même, l'étrangement, c'est non seulement les autres et les lieux, ça commence par soi-même. Et le monde animal, par exemple, le poisson, et j'y retourne avec le prochain film, j'ai des saumons,
Et alors, j'ai nagé avec les saumons parce qu'à un moment, il y a un... Bon, je fréquente surtout des Indiens là-bas, mais il y a un blanc qui vient et qui me dit, si tu veux parler du saumon, ah bah, il faut nager avec lui. Oui, c'est vrai. À un moment, il faut y mettre sa peau. Bon, bah donc, on plonge. Hein? C'est le frottement. C'est le frottement. Et c'est des bêtes, c'est grand, parce qu'elles viennent de revenir de l'océan où elles ont engraissé. Ça a des formes et des couleurs que je ne soupçonnais pas. Ça a un côté visqueux qui me révulse, et en même temps, je sais pas, il y a un poisson en moi. C'est pas que je suis comme un poisson, mais il y a cette étrangeté qu'on sent parfois. C'est une lointaine familiarité en nous, ce fond, je sais pas, de ce mystère et ce miracle de l'émergence de la vie. Et je trouve que le monde animal et surtout quand un saumon vous regarde, vous êtes peuplé et complètement déboîté. Vous ne savez plus qui vous êtes. Et c'est encore une fois, c'est toujours inconfortable, mais moi j'adore ça de sortir de mes rails. Est-ce que j'ai un peu répondu quand même? Parce que je suis obsédée par les poissons en ce moment. Très, très belle digression pour commencer. C'est bien de commencer par une digression, repartir, revenir. Je vais commencer du coup mon premier bloc sur l'écriture quand même. Mais donc ce qui est spécifique évidemment quand même au Vertige des possibles, c'est la présence de la voix off en permanence quasiment. Une voix que tu portes, qui est la tienne. Donc tout un travail sur le texte dont on va parler, mais pour finir pour finir non, parce qu'on ne fait que commencer d'ailleurs, je voulais aussi montrer le début parce que c'est un départ, on part de sous terre, il y a déjà l'aéroport, il y a encore l'aéroport, parce qu'il y a l'aéroport dans tes autres films, donc c'est un lieu de départ, un lieu d'arrivée, un lieu de passage, un non-lieu dont on a déjà parlé ce matin. Donc vraiment, c'est un lieu transitoire, un lieu de transition. On est dans une transition. On commence par ces lieux de transition. Le tunnel aussi, c'est un lieu de transition, ce tunnel qui dure. Et ça m'a fait penser aussi à un film, mais je crois que tu ne l'as pas vu, dont je t'avais parlé, qui est l'autre dont on parlait tout à l'heure, de Pierre Trividic et Patrick Mario-Bernard, où ça commence par le flux des voitures, puis après on se rapproche des individus, et pour après se rapprocher sur une histoire, une femme devant son miroir. Et à la fin, on repart avec les voitures. Et il y a cette phrase, elle dit « on est tous dans ces voitures », pour dire cette solitude, et en même temps on est tous dans ces voitures comme le banc de poissons, donc je trouvais ça très beau, en écho avec ton début. Donc je lance l'écriture, écrire. Donc les premiers films tout d'abord, L'an que nous sommes, réalisé dans le cadre de la Fémis, et ensuite Description d'un combat. Et déjà, une femme, déjà deux femmes, dans la ville, déjà une écriture par la voix off, dans les deux films, avec un texte écrit, composé, une forme donc de collage-montage de l'écriture des autres, de soi, de l'intime aussi, comme dans Jaurès tout à l'heure, donc de ce rapport intime-extérieur, intime-dehors, qui va être central dans le Vertige. Dans le premier, une femme standardiste s'arrête dans une rue, face à un passage piéton, face au flux, au corps, qui constitue la ville et son mouvement permanent. Du coup, ce temps d'arrêt semble un mouvement premier à ton cinéma, un arrêt qui provoque le mouvement, des mots, des désirs, des possibles. On s'arrête pour finalement que le mouvement puisse advenir. Je trouvais que c'était intéressant comme paradoxe. Et donc une construction qui fonde tes films, il me semble, observer le dehors, raconter l'intime, on va en reparler beaucoup tout à l'heure, dans un montage télescopage du proche et du lointain. Mais ma première question, elle est un peu plus directe que ça. Elle est un peu naïve, mais finalement, pourquoi la voix off et pourquoi ta voix? D'où parle cette voix, en fait? C'est large, hein, mais... Bon, d'abord, Nicolas, merci de l'exigence, avec toute ta modestie, ta délicatesse, l'exigence des mots. Et ça m'a émue parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose sur votre travail, alors parfois ça fait un flop, et puis parfois, tiens, et je ne le disais pas comme ça, mais de dire que c'est l'arrêt, effectivement, c'est que j'ai toujours le sentiment que ça va tellement vite que ça zappe. Et je veux bien zapper, mais à ma manière, c'est-à-dire en ralentissant. Et donc, que tu parles de l'arrêt... et puis, je voulais juste dire quelque chose d'autre, parce que ça compte.
c'est que je suis d'autant plus émue d'être ici pour des tas de raisons. Le lien avec Nicolas, le fait que Deleuze est passé par là et j'ai vu son visage là hier. Et puis parce que Anne Luto vient donc jeter ce regard à la fin de cette journée. Et Anne et moi, on a toute une histoire ensemble. On ne se voit pas souvent, mais quelque chose a été marqué puisqu'elle était directrice des études quand j'étais à la FEMIS. Donc nous sommes, elle l'a suivi de près. Et même le vertige, elle est liée au vertige. Et j'aurai une petite surprise si on a le temps pour elle. Voilà, c'est des choses, c'est important, les choses qui durent comme ça, qui vous accompagnent. La voix. La voix, j'aime vraiment des cinémas différents. Mais quand je travaille, effectivement, il y a cette disjonction entre parler et voir. Et donc, je me reconnais dans la fabrication. Hein. Encore une fois, je peux être extrêmement émue par d'autres cinémas. Cette constellation de films qui travaillent, où l'image a son autonomie et le son mène son affaire, mais c'est comment faire pour que quelque chose naisse de leur rapport. Par exemple, Vincent Diotre. Et dans Description d'un combat, c'est toujours ce lien entre l'intime et le collectif. Mais qu'est-ce qui est dehors et qu'est-ce qui est dedans? En l'occurrence, dans Description d'un combat, c'était dans le cadre d'une commande à 10 cinéastes, de faire une lettre en vidéo. Donc une lettre, une adresse. Et moi, j'avais fait une lettre d'amour, où quelqu'un pense que son amie, son amoureuse va la quitter, et elle devance pour ne pas voir que la personne la quitte. Donc c'est un truc paradoxal. Et donc la voix racontait l'intime, et les images montraient quasiment toujours des lieux publics. Des parkings, des aéroports, des choses comme ça. Et c'est toujours l'écho. Combien, en fait, la manière, le tempo de nos vies, la couleur de nos amours, l'élan, ou au contraire un effritement de l'élan, un effritement de la croyance, eh bien, le privé est toujours une affaire collective, politique. On ne vit pas dans une bulle, on ne crée pas dans une bulle. Et pour moi, c'est souvent ce dialogue, que ce soit une résonance, un contrepoint entre le son et l'image qui va jouer. Et pourquoi ma voix? Alors pour une question tout à fait pratique. Mais on travaille comme ça, c'est-à-dire que des accidents de parcours ou des contraintes pratiques, tout d'un coup, vous vous en saisissez, parce qu'il y a plein de choses qui surviennent. Mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se dit, ça, je me le confronte et je compose avec. Et tout d'un coup, ça devient une nécessité. C'est simplement c'est facile pour moi de m'avoir, je suis sous la main de moi-même. Et donc, voilà, comme je travaille toujours en montage, le son et l'image en même temps, je peux, à volonté, refaire des prises, refaire un autre texte. Et par exemple, pour le vertige, c'est toujours que la voix, parce que ce qui est dit, et c'est toujours comme ça, ce qui est dit ne compte pas seulement. C'est la manière dont vous le dites, les mots que vous choisissez, le tempo avec lequel vous le dites. Et c'est pas seulement en cinéma, dans la vie. Une personne a un charme. Pourtant, elle n'emploie pas des mots particuliers, elle ne vous fait pas des scoops, elle n'a pas un savoir aiguisé sur quelque chose. Mais dans sa manière de regarder, d'être là, elle est peut-être juste à un coin de trottoir, mais moi je ne connais pas le point de vue de ce coin de trottoir. Et tout d'un coup, ce charme opère. Et donc vraiment, une voix, c'est aussi le grain de la voix, donc la manière dont on enregistre compte. Et je m'étais dit, d'abord c'était une question pratique, c'est-à-dire que je me suis dit, je m'enregistre le matin très tôt et le soir très tard. C'est-à-dire que cette voix, qui n'a pas un corps sauf une fois, et qui est une voix d'ailleurs assez paradoxale, elle aura un corps, elle est organique, elle est fatiguée par moments, parfois elle est enrouée, parfois elle parle trop vite. Et d'ailleurs, le premier mixage, le mixeur avec qui je n'avais jamais travaillé m'a dit, écoute, ça c'est pas possible. C'est pas possible d'abord parce que parfois on comprend pas, parce que tu parles trop vite, et puis techniquement, c'est quand même parce que je faisais ça chez moi. Hein. Et donc j'ai refait. Je suis allée en studio, et je me suis mise comme ça, et voilà, à droite, avec le bon micro, etc. Et j'aime bien les bons micros, j'aime bien avoir une texture de voix. Mais il y avait tout d'un coup à côté trop lisse. Et il fallait toujours qu'il y ait un tremblement entre le côté littéraire de la voix et un côté non apprêté de la voix qui dit le texte.
qu'il y a un côté comme une urgence. Et on a mixé avec la nouvelle voix. Et puis, j'ai regardé, écouté le film et je me suis dit, c'est perdu. On croit que c'est un détail, hein, mais les détails comptent et changent tout. Et j'ai demandé à remixer. Donc j'ai fait un casse, puisqu'il n'y avait plus d'argent, et j'ai remixé. Mais je me suis dit, le film, voilà, il n'était plus là. Donc vraiment, ça compte. Et avec Nathalie Vidal, qui est une personne que j'ai rencontrée à la Fémis, et avec qui je mixe d'habitude, et qui est quelqu'un de très à l'écoute, qui n'est pas fasciné par la technique, mais qui à la fois maîtrise, parce que ça passe par là quand même, m'a dit non, écoute, à part cette voix-là, on pouvait utiliser, et voilà, juste, elle a rectifié parfois une petite chose, et on a utilisé la voix. Voilà, donc c'est vraiment, j'aimerais bien avoir d'autres personnes, et une fois, un film pour la télé, j'avais essayé on m'a demandé de prendre d'autres voix, mais comme je monte à l'image près, quoi, la voix, ça devient très désagréable pour la personne parce que je lui dis là il faut vraiment accélérer, décélérer, et donc et c'est très agréable parce que je ne laisse pas beaucoup de marge de liberté, donc il faut que je trouve une autre petite configuration, mais de souplesse aussi pour qu'en montage j'ai le matériau tout le temps, qu'on puisse refaire des prises, qu'on puisse c'est une musique du coup aussi, une rythmique, la voix, c'est ça, vraiment, ça fait partie de la musique et de la rythmique du film. Je vais du coup en venir. Ça, c'est une image de description d'un combat où justement il y a un écran, on voit le texte qui a été dit avant, en off, on le voit après écrit dans l'image. En fait, je vais venir peut-être plus directement à ma question centrale sur l'écriture par rapport au vertige des possibles, parce que c'est une écriture qu'on entend, un texte, un collage de texte. Peut-être que tu voudras en dire un mot de ce collage, de comment on va reprendre ailleurs, on remixe tout ça. Mais ma question centrale, c'est surtout en fait comment ce film pose la question de l'écriture en fait, puisque c'est quelqu'un qui écrit, le personnage, et qui n'arrive pas à écrire, ou qui n'écrit pas, ou qui devrait écrire. Du coup, on a l'impression au début du film, on entend comment peut-on écrire, on entend comment peut-on écrire un film aussi, même comment peut-on réaliser un film, on a l'impression que c'est la question qui se pose derrière. Donc c'est l'écriture qui est posée comme question. Alors c'est là où je te propose une première rencontre, c'est que j'ai retrouvé ce texte qui ne parle pas d'écriture, mais qui parle de peinture au départ, c'est Virginia Woolf dans La promenade au phare, qui, je le disais ce matin, termine par incapable de peindre, incapable d'écrire. Mais la séquence, voilà, toujours à chaque fois que je parle de littérature, je parle de séquence. L'extrait que je vais lire parle de peinture et d'écriture. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. Les possibles de l'écriture, donc. Où commencer ? C'était là la question. À quel endroit poser la première touche ? Une seule ligne placée sur sa toile la liait à d'innombrables dangers, à de fréquentes et irrévocables décisions. Et cependant, il faut courir le risque. Il faut poser sa touche. Elle donna son premier coup de pinceau d'un mouvement brusque et décidé, avec une sensation curieuse, celle d'être à la fois poussée en avant et retenue en arrière. Elle répéta son geste une fois, 2 fois, et la succession de ses pauses et de ses frémissements finit par devenir un mouvement dansant et rythmé. Les pauses semblaient être une partie de ce rythme et les touches une autre. Une relation existait entre les unes et les autres. Toujours, avant d'échanger la fluidité de la vie pour la concentration de la peinture, elle traversait quelques instants de nudité, pendant lesquels elle avait l'impression d'être une âme à naître, ou arrachée à son corps, hésitante au sommet d'une flèche battue par le vent, exposée sans protection à toutes les rafales du doute. Pourquoi donc peignait-elle ? Et c'est là où après elle écrit « incapable de peindre, incapable d'écrire ». Et dans le vertige des possibles, il y a tout ça à travers l'écriture. C'est où commencer, par où partir. Mais en fait, dans le vertige, il y a l'écriture avant d'écrire, puisqu'elle n'écrit pas, ou elle écrit des listes. Enfin, je vais te laisser en parler. L'écriture en train de s'écrire, puisqu'on a l'impression malgré tout que le film s'écrit en le voyant, par le montage, par le fait qu'elle vive même les choses, et qu'elle les raconte, ou est-ce elle qui les raconte. Et encore en même temps l'impossibilité d'écrire. Donc c'est avant l'écriture en train de s'écrire et l'impossibilité même d'écrire. L'impossibilité
de faire un film et l'impossibilité de ne pas en faire. J'ai l'impression que tout acte, peindre, écrire, faire un film, se confronte et même se fonde sur le sentiment d'une impossibilité, d'une limite. Et c'est pour ça peut-être qu'on repart à la charge. En tous les cas, je m'étais dit, enfin il est très beau cet extrait de la promenade au phare, que la question de l'écriture pose la question de la décision, comme c'est mentionné aussi. Donc ça vaut pour des tas de registres de nos vies, et des registres très quotidiens aussi, en tout cas très intimes. Et cette histoire de la page blanche, c'est vrai, mais ce qui me semble plus fou, et ce que je ressens davantage, surtout à notre époque, c'est qu'il n'y a pas de page blanche. Elle n'est jamais blanche. Il y a toutes les histoires déjà écrites, toutes les histoires qu'on entend, toutes les histoires qu'on voudrait écrire. Il y a tous les clichés aussi. Combien de clichés il y a? Et quand on filme aussi, parfois, quand on dit être spontané, être... ce qui vient tout d'abord, et le plus souvent, c'est parfois des choses extrêmement convenues. Et c'est pour ça que s'étranger ou se mettre dans des conditions où vous êtes un peu en dehors de vos marques, ou parce que, par exemple, vous avez prévu une séquence où il faisait beau, ou au contraire, par exemple, prenons une séquence où il faisait pas beau. Prenons un exemple, je peux dérailler un peu déjà aussi. Une séquence où il fait pas beau. Parce que un homme a sa femme qui est à l'hôpital, et ce jour-là, le docteur va lui apprendre qu'elle est condamnée et qu'elle n'en a pas pour longtemps. Donc il fait pas beau. Or, peut-être que c'est encore plus... La vie est encore plus énigmatique. La douleur encore plus vertigineuse s'il y a un contrepoint. Or, c'est ce que fait par exemple Kitano dans Un habit. Il ne filme pas de près, il se met dans un plan pas lâche, mais enfin pas serré. Il y a deux hommes qui sont de profil, l'homme, le mari et le médecin, et puis derrière eux, il y a une grande baie vitrée. Et il y a de la nature. Et il y a une légère brise. Juste pour que ce soit très sensuel et qu'on se rappelle les siestes où on voyait les jeux de feuillage, comme ça, quelque chose de très doux. Et il fait beau. Et là, eh bien, on regarde ça et on se dit, parfois, la résistance du réel, quand vous tournez, ou peut-être même quand vous écrivez tout d'abord, réfléchissez s'il ne faudrait pas twister un peu, faire une petite torsion. Car là, sans volontarisme, le fait qu'il y ait cette douce brise, le fait qu'il fasse si beau, le fait qu'on ne soit pas en plan serré, le fait que la douleur de l'homme ne passe qu'un moment par un arrêt, par une posture qu'on voit presque en ombre chinoise, voilà, c'est des choses, mais je me suis un peu écartée, mais bon. Pour revenir à l'écriture, c'était donc cette idée qu'il y a un trop-plein. Qu'il y a un trop-plein qui nous rend zombies. Et puis, il y a cette affaire aujourd'hui de l'aile du papillon qui a des conséquences énormes et qui fait qu'on a l'impression que toute petite décision va nous entraîner on ne sait pas où et on le craint et donc on est parfois tétanisé. Et pour l'écriture, il y a quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est la lecture. Je suis une grande liseuse et vraiment, je crois que mes moments les plus heureux sont quand je lis. Mais il y a eu des hypothèses comme quoi, historiquement, c'est la lecture qui a précédé l'acte d'écrire des histoires. Il y a un historien formidable qui s'appelle Carlo Ginzburg qui émet cette hypothèse que la narration, le fait donc d'écrire des histoires, est né dans la préhistoire avec les premiers chasseurs. Imaginez un monde qui n'était pas aussi expliqué que le nôtre, pas aussi confortable. Je veux dire, les événements météorologiques, un orage pour eux, mais c'était une catastrophe. Ou survivre, c'était pas une mince affaire. Chasser, c'était pas une partie de pique-nique. Or, ces gens-là
devait donc apprendre à lire les signes dans la nature, les signes, les traces des animaux. Quel animal est passé par là? Quel animal je cherche? Ils sont combien? Et toutes les traces de leur pas et de tout leur rejet leur permettaient alors de dire, eh bien, je pense que c'est un sanglier qui est passé par là. Ils étaient deux, peut-être qu'il y avait une femelle et son petit. Voilà un début d'histoire. De telle manière que, pour moi, écrire, par exemple, et la rencontre entre la voix et les images, c'est amener le spectateur à voir, mais dans voir, il y a à lire. Il y a à lire, c'est-à-dire c'est un temps qu'on prend dans le voir, et puis parce que la ville, le monde, et particulièrement la ville, est pleine d'inscriptions. Vraiment au sens strict. Toutes les enseignes, le nom des rues, les enseignes du métro. Et puis parce que c'est cette attention aux signes qu'il faut décrypter, il faut un temps, on les voit, alors peut-être qu'ils sont très brouillés, il y a beaucoup de reflets, alors laissons un temps de plus. Laissons même le temps au spectateur de se dire, tiens, maintenant qu'est-ce que je vais faire du temps qui reste? Tiens, je suis en train de me voir, en train de regarder. Tiens, combien de temps je pourrais le supporter? Tiens, ça me fait penser, et hop, vous allez vous-même chercher dans un tiroir de vos souvenirs intimes. Et de restituer les signes, à la fois en invitant à les lire, mais comme un mouvement que vous ne pouvez pas achever. Parce que le signe, il doit arriver avec cette chose, non pas froide et lisse, mais comme si ça surgissait, et que ça garde malgré tout une palpitation d'une énigme, d'un rébus. Et lire irait donc jusqu'à ce qu'il y ait des cartons où on lit. Et lire, c'est aussi pour moi, et donc écrire, rapiécer dans la voix des textes aussi bien que j'écris que ceux que je vais chercher ou chez des auteurs que j'aime beaucoup ou dans des documents d'archives comme le document là avec les questions qui se trouve dans le métro, un document qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ, où il y a une liste de questions que les gens posaient aux dieux. Vais-je divorcer de ma femme? Vais-je toucher mon salaire? Vais-je devenir un fugitif? Tiens, IIIe siècle après Jésus-Christ, ils sont très loin de nous. Et pourtant, c'est de sentir à la fois l'écart et comme une résonance. Dans la formulation et dans le contenu même, il y a quelque chose qui demeure, quelque chose qui nous importe. Oui, vais-je divorcer de ma femme? Oui, vais-je toucher un salaire? Oui, vais-je devenir un fugitif? Et donc cette manière de faire du montage déjà dans les textes rejoint pour moi plusieurs préoccupations. La première, c'est un rapport à l'histoire. Et il y a un gars vraiment qui me touche beaucoup, c'est Walter Benjamin, qui avait une manière de dire qui lui-même faisait du montage par écrit. Et l'enjeu du montage en histoire, c'est que vous remontez. Vous remontez le cours du temps, mais vous remontez. C'est-à-dire que le passé n'est pas une chose intacte, tranquille, c'est pas un musée de cire. Il est aussi imprévisible que le présent. Il change en fonction des... Par exemple, la préhistoire n'existait pas avant le 19e siècle. Ils l'ont redécouverte. Pompéi a longtemps été ignorée. Mais tout est comme ça. Et si vous redisposez autrement des éléments qui n'avaient pas été rapprochés, peut-être que vous aurez un autre sens de lecture de l'histoire. Peut-être un sens plus subversif. En tout cas, il y a une politique là. Le montage est de la politique. Et moi, par exemple, en montage, c'est un truc comme ça que j'ai formalisé, mais c'était une compulsion. Mais à un moment, il faut bien ramasser la mise, quoi. Je me dis toujours, éloigne ce qui est proche, rapproche ce qui est lointain. De telle manière que, par exemple, dans une même séquence, qui est donc définie d'habitude avec une unité de temps et de lieu, je vais créer des ruptures, ou sonores, ou de temps des verbes, où il y avait un direct, et puis je sucre le direct, je passe à une voix off. Et en revanche, quand il y a des éléments qui sont, par exemple, des espaces
très hétérogènes, ou des temps très hétérogènes. Par exemple, les portraits du Fayoum, 3e siècle, environ du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ et notre époque, et bien là, je les rapproche et là, je tuile. Comme s'il y avait, pour faire sentir un écho, garder l'écart, mais sentir comme si on vit toujours à différentes temporalités, et que le film embrasse ça et le rejoue. Et qu'il y avait cette idée d'écrire, oui, mais alors attendez, le monde a tellement changé, on le sent bien, on zappe tout le temps. Avec toutes nos connexions, on zappe tout le temps. On est là, on n'est pas là. Eh bien, alors, et si on essayait un mode de récit qui capte quelque chose de ça? C'est-à-dire, il faut bien qu'il y ait un tout, parce qu'un film a un début et une fin, mais peut-être pas un tout qui semble avancer vers une fin mastoc. Peut-être pas un tout qui est quelque chose d'univoque, d'unifié, de clair. Peut-être que c'est un tout qui ressemble, qui est le mouvement même de la pensée, qui est assez schizophrène. Et je ne parle pas de la pensée philosophique qui est très belle, et j'ai fait des études de philosophie, mais c'est pas mon domaine, même si ça m'a beaucoup appris. Mais une pensée plus sensible, une pensée, en fait, tout fait corps, quoi. La pensée, le vécu, les sensations, tout fait corps, et c'est une pensée plus erratique, plus dispersée, mais comme le monde aujourd'hui, et on fonctionne comme ça. Et donc l'écriture, que ce soit au moment du scénario, puisqu'il y a cette chose particulière en cinéma, c'est qu'il y a différents temps d'écriture et elles sont tellement hétérogènes. Vous écrivez un scénario, réécrire en montage, c'est encore autre chose, et on réécrit aussi pendant le tournage. C'est chaque fois des temps et vraiment des manières d'écrire différentes. Mais pour arriver justement à cette chose où on va agencer des éléments hétérogènes, d'arriver à ce que la forme du film même, c'est pas que le film raconte qu'on pense, c'est qu'on voudrait que la forme du film même ait parfois un fil mélodique et puis de brusques enjambées, des bifurcations. Qu'on ait le sentiment à la fois qu'on se pose pour regarder une petite chose, mais que ça fuit. Cette chose qui tremble et qui fait qu'on regarde, mais qu'il y a une part de l'énigme qui reste, qu'on n'a pas des contours nets. Voilà, c'est cet autre mode d'écriture. Alors, j'y arrive parfois avec le scénario, mais je sais que l'endroit où je me surprends, l'endroit qui me terrifie et que j'adore, c'est le montage. Qui est un moment où on a des qualités qu'on commence à connaître, mais on est mené par le bout du nez. On travaille beaucoup, mais c'est comme si votre matériau, la confrontation avec quelqu'un qui est là, vous menez par le bout du nez et on écrit alors très différemment. Et cette manière d'arriver à assembler des éléments hétérogènes, le montage, c'est le moment vraiment extraordinaire parce que tout joue. Les sons, les différents sons, cette bande sonore, les images, tout joue en même temps. C'est ça qui est une chose. Alors que quand j'écris, par exemple, j'ai toujours ce rêve impossible d'écrire une seule phrase, que mon scénario serait une seule phrase, ou que je pourrais mettre un truc et ce serait tout serait là, mais il faut être successif. Et alors je fais des parenthèses. Par exemple, quand je lis des livres, je me dis toujours, comment je vais faire, par exemple, chez Proust, vous avez une longue phrase, et dans le coude de la phrase, il a changé les temps des verbes. Comment je fais ça en cinéma? Parce que j'ai une émotion folle et je trouve que ça correspond à quelque chose du vécu. Chez Virginia Woolf, par exemple, j'adore les parenthèses. Comment on fait une parenthèse en cinéma? Bon, alors on essaye, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas la même boîte à outils. Et je me dis toujours que qu'il faut se dire qu'on ne met pas une idée dans un plan. C'est toujours quand ça frémit, quand il y a des choses qui surviennent et qui ne vont pas dans le même sens. Soit que c'est un contrepoint, la belle journée avec l'annonce de la maladie fatale de sa femme, mais tout comme ça. Et par exemple, les Frères Lumière. J'arrête ou... Parce que là, je pars sur les Frères Lumière, mais... c'est bien parce que tu as tout dit. Déjà, tout ce dont on devait
déplier au fur et à mesure, donc c'est formidable, mais je m'en doutais un petit peu que tout allait se dire très vite et que se redire, se reprendre aussi, on va dans la répétition. Peut-être que c'est le moment, du coup, tu parles de l'écriture et des scénarios, de montrer. Alors je ne sais pas dans quel ordre on officie, on montre d'abord le scénario. Bah, les Frères Lumière, je ne sais pas. Après, en bonus. En bonus, puisqu'on a un programme, comme dans le film de Léos Carax, il y a un programme qui est très... Alors, voilà. On s'est dit c'était pas mal de faire, avec Nicolas, de vous montrer une séquence du scénario et de voir après la séquence filmée. Je ne retrouvais pas le scénario. Bon, alors j'ai retrouvé la version qui était pour la Belgique, puisque c'était une coproduction, et je me suis aperçue que une partie de la séquence proprement dite de l'agence immobilière, sur laquelle Nicolas voulait revenir, n'existait pas dans le scénario. Alors, il faut que je vous précise deux choses. La première, c'est que dans l'économie, il y a l'économie libidinale du spectateur, mais il y a aussi celle du lecteur, à savoir d'une commission. Et donc parfois, il y a des choses que je ne mets pas dans le scénario, parce que je me dis, tiens, ça déséquilibre, mais je me les note quelque part. Ou bien, elles n'y sont pas parce que l'idée est venue pendant le montage. En l'occurrence, l'agence immobilière, je me suis dit, oh là là, ça va faire un peu trop si je l'écris, je crois, hein, d'après mes souvenirs. Et donc, j'ai centré plutôt... mais là, je suis en train de dire ce qui arrive dans le film, mais c'est pas grave. J'enlève la surprise du film, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est dans la fabrication, c'est pas grave du tout. J'écris un scénario. Je n'ai jamais montré le scénario aux personnes qui ont joué dans le film. Je leur montrais une page, une séquence, ou bien je leur parlais. De telle manière qu'ils ne savaient jamais où ça allait. Donc dans le scénario, bon, si vous voulez, je vais vous lire le scénario. C'est assez court. Et puis la liste que je gardais par-dos vers moi. Liste, c'est à la fois une liste, un pense-bête, des petits protocoles que je me fixe, de me dire n'oublie pas de faire ça parce qu'on oublie. Hein. Et c'est pas vrai. Moi j'ai toujours cru quand j'étais jeune, cette histoire, les choses essentielles, on les oublie pas, c'est pas vrai. Tout est comme une volée d'oiseaux, ça part et ça revient pas parfois. Donc il faut tout noter, il faut avoir des carnets. Voilà. Donc je mettais chaque fois des images dans le scénario, des repérages. Parce que voilà, c'est une chose, c'est très important de repérer pour écrire. Et pas seulement pour tourner. Donc, tu veux que je lise Oui, alors, bon, alors je lis. Alors, Anne s'est arrêtée devant la devanture d'une agence immobilière. Il y a une maquette avec des petits personnages et puis des annonces. Je vais devoir me résoudre à porter des lunettes. Une maquette avec des petits personnages et puis des annonces collées à même la vitre. À vendre, à louer, occasion à saisir, souvent illustrées de photographies. Anne en parcourt certaines plus attentivement. Bon, etc., etc. Je ne vais pas... Il y a aussi l'annonce... Oh là là, j'arrive pas à lire là. Vous arrivez à lire là Oui. Ah oui, donc je vais lire là. Il y a aussi l'annonce pour un meublé avec une photographie en couleur. Anne remarque la couverture jaune vif sur le lit à une place et les tournesols du papier peint au mur. Anne, un homme en entrant dans l'agence l'avait bousculé et en se retournant pour s'excuser, il s'était arrêté net dans son mouvement. Il avait un air songeur, puis un léger sourire, et c'est après qu'il avait murmuré « Anne ?» Elle avait tourné la tête dans sa direction. Elle le regarde mais ne dit rien. Un court laps de temps, mais qui peut sembler long à cause du silence. Peut-être ne le reconnaît-elle pas de suite. Peut-être cherche-t-elle dans les couches de sa mémoire à laquelle appartient ce visage souriant devant elle, ou simplement son nom, ou alors c'est l'émotion qui la paralyse. Le visage de l'homme sourit et attend encore un peu, puis cela vient enfin. Pierre. Il est content de la voir, vraiment. Il a l'air sincère, il a l'air ému. Avec le temps, dit-il, on devient nostalgique. Il y a si longtemps. Elle lui demande s'il cherche un appartement lui aussi. Il répond que non. Il rit. Si elle en cherche un, il peut l'aider. Et il ouvre la porte de l'agence en disant « Entre, c'est mon agence. »« Ton agence ?» La suite de leur échange ne nous parvient pas. Ils sont entrés et ont fermé la porte derrière eux.
Grâce à la vitrine, on continue de les voir, mais on ne les entend plus. Les gestes marquent d'autant plus. La narratrice prend alors le relais. Elle a attendu un peu. Alors maintenant, je vous lis la liste et puis vous allez voir que j'ai coupé le début. Et de toute façon, je crois que je n'ai jamais eu l'intention de commencer comme ça. Puisque tout le principe du film est de désorienter. C'est-à-dire de ne pas savoir d'emblée où on est pour ne pas plier l'affaire, pour casser la reconnaissance immédiate. Donc voilà, liste appartement, séquence agence immobilière. Film et vitrine d'une agence comme si nous étions dans les appartements. Faire croire d'abord que ce sont des lieux, pas des images. Enfin, qu'on soit dedans. Ou en tous les cas, ne pas se dire d'emblée qu'il s'agit de photographies d'agence immobilière. Bon, je suis désolée, c'est des listes pour moi, hein, donc c'est un peu style télégraphique. Évitez donc en commençant les affiches avec les prix des appartements. Filmez en panoramique, mais avec des pauses. Verticales comme des strates, horizontales dans un deuxième temps, comme si on passait de pièce en pièce et aussi comme on lit. Jouez peu à peu sur le reflet de la ville, des passants, des couches, au son, la ville, mais son ténu, est venue comme lorsqu'on fait une sieste. L'essentiel, c'est de donner le sentiment de vie possible, comme des tableaux où l'on pourrait se projeter, ou bien focaliser sur les signes, lire les signes. Choisir différentes pièces d'appartement, les traces quotidiennes, la télévision, l'état de la cuisine, qui engagent des récits. On peut imaginer la vie des habitants. Alors soit, je mettais le texte de Leibniz. Bon, c'est un texte où il y a un gars qui s'appelle Théodore et il y a une déesse qui lui dit « Venez, je vais vous faire visiter des appartements ». Et il visite des appartements, mais en fait c'est comme un grand livre. Et chaque fois, c'est des passés ou des futurs possibles. Donc je me suis dit, c'était ça que je mettrais. Ou alors, si c'était moins l'idée de vie possible comme ça, ce serait l'idée de lire des signes. Et là, il y a un conte persan, et en montage, j'ai essayé les deux. Hein. Mais la séquence était beaucoup plus longue. Et ce conte persan, Les trois fils de Sérandipe, c'est l'histoire d'un roi qui envoie, enfin ça dépend des versions, où il envoie ses fils voyager pour parfaire leur éducation. C'est parce que les fils ne veulent pas prendre la succession du père et partent. Et leur arrivent 1000 aventures, et l'une d'elles, c'est qu'ils vont croiser un chamelier qui a perdu son chameau. Et les trois fils ont ce sens remarquable de lecture des signes, de telle manière qu'ils vont pouvoir dire « Oui, oui, je sais que c'était un chameau, c'était une femelle, et d'ailleurs d'un côté elle portait du miel, de l'autre je ne sais plus quoi, elle était borgne, et tout ça à travers les signes, parce que borgne par exemple, on voit que l'essentiel qui a été mangé est du côté droit. Or, l'herbe était bien plus belle du côté gauche et meilleure. Donc ça veut dire qu'elle ne voyait pas le côté gauche. Donc ils infèrent qu'elle était aveugle, que le chameau était aveugle. Et ils infèrent tellement, ils racontent tellement bien l'histoire, que le chamelier qui ne retrouve pas son chameau croit qu'ils l'ont vu et qu'ils l'ont volé. Donc ils vont en prison. Bon, et puis finalement, il y a un étranger qui arrive en disant « j'ai vu le chameau » et voilà, ils sont sauvés. Donc, mais c'était une manière voilà, où ils parlent vraiment de tous les signes pour inférer ce chameau qu'ils n'ont jamais vu. Et donc, je voulais faire ça avec... Sauf qu'à ce moment-là, la séquence non seulement était beaucoup plus longue, mais elle venait ailleurs. Elle était liée aux ruines chantiers dans la ville. Elle venait avec des chantiers, avec des lieux en construction, démolition, c'est pas bien, c'est assez incertain. Et puis, l'appartement arrivait. Or, maintenant qu'elle a changé de place, et qu'elle intervient plus tard dans le film, et elle intervient après que la fille ait été sur la Lune, enfin qu'elle ait eu le désir de fuir la ville, de fuir même le monde et la planète Terre, et elle revient sur Terre. Et voilà, et elle revient... Et de toute manière, comme le film faisait 4h30, il fallait bien que je raccourcisse. Voilà, donc la situation concrète et de récit, c'est-à-dire qu'elle va dans une agence immobilière parce qu'elle va bientôt être envoyée de chez elle, elle cherche vraiment un appartement et elle rencontre son ami Pierre avec qui elle va essayer de dîner le soir même. Ça vient après. Et c'est toujours cette chose
on décrit et on fait autre chose. On documente et on fait autre chose. Et comme je vous disais, enfin moi en tout cas, je ne comprends pas la métaphore au cinéma. C'est généralement un symbolisme c'est à partir du réel, tel que vous le filmez, tel que vous le sélectionnez, que quelque chose d'autre émerge. De telle manière que par exemple le début, si j'avais filmé, on savait d'emblée que c'était... Bon, là je vous l'avais dit, mais dans le film, on sait pas ce que c'est. Et puis comme il y a un peu de mouvement, mais qui sont les reflets, mais on ne sait pas encore que c'est des reflets, on ne se dit pas on est dans une agence. Donc on est là, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et puis quand on comprend, on commence à se dire c'est des photos, voilà que c'est plus une photo, elle est vraiment dedans, et elle... Vous voyez, c'est des choses comme ça où c'est toujours comment fait-on pour désembourber des choses quotidiennes qui sont un peu désaimantées, usées par l'habitude, par... voilà, comment on fait pour les regarder à nouveau et leur faire jouer aussi bien très, très réellement. Une agence, c'est vrai, ça met des photos, ça dit le prix des choses, mais une agence, ça peut être voilà, le livre des vies possibles. Non, mais du coup, peut-être qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à l'écriture, mais je pense que tout le monde a vu là le montage qu'il y a, du coup, parce que c'est vraiment du montage même, parce que tu nous as présenté 2 textes qui ne sont pas la séquence finale, mais qui reprennent des choses de la séquence finale, donc il y a un montage entre les deux. Le premier texte qui serait un peu peut-être le scénario, plus le scénario qui est très littéraire, par exemple, alors que ce n'est pas la voix off. Notamment, c'est écrit au passé, ce qui est interdit. Il n'y a pas d'interdit dans un scénario, mais c'est ça, c'est écrit au passé, c'est écrit de manière littéraire. Il y a les pensées des personnages qui sont écrites, leurs hésitations, etc. Toutes ces choses, voilà, comme un récit. Et de l'autre côté, il y a vraiment la construction visuelle, filmer ceci, filmer cela, et puis le texte aussi, du coup, qui va revenir encore une autre couche, une autre dimension du montage, du télescopage. Ce texte-là ou ce texte-là, en plus, je trouve ça très beau parce qu'il y a déjà le ou bien dans le projet même. On comprend qu'il soit après dans le film. Mais c'est très étonnant, c'est pas du tout une manière habituelle d'écrire. C'est une écriture singulière. Il y a des passages, par exemple, où je mets vraiment la voix, parfois je mets les dialogues, mais c'est vrai que j'ai cette compulsion, et je ne dis pas qu'elle est bien, hein, mais c'est une compulsion chez moi, alors il faut se renouveler aussi, puis toutes nos compulsions ne sont pas bonnes, hein, où j'aime beaucoup le style indirect, qui me permet d'avoir, justement, de faire trembler... En fait, vous savez, j'adore le cinéma, mais j'ai horreur de ça. Et c'est dans une espèce... Je suis attirée et taraudée par un truc qui me chipote, qui me... Et à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de faire des films, je vais lire. Simplement, on ne gagne pas non plus sa vie avec ça. Et puis, d'autre part... comme moi je n'écris pas et j'ai un rapport voilà, de compulsion et que je comprends des choses en regardant, écoutant. Et parce que justement, cette faillite, cette fêlure, cette impossibilité fait partie des actes qui nous sont les plus chers. C'est-à-dire que vraiment, je crois que c'est là où, par exemple, je filme aussi des avions. J'adore filmer les avions. Or, j'ai une frousse bleue d'être dans l'avion. Vous savez, c'est d'aller là où ça blesse. Et j'ai l'impression que souvent, on choisit son outil là où on sent justement comme le plus grand vertige, comme la plus grande faille, ben c'est là qu'on va. Et moi, certainement, je crois au son. J'ai un rapport très ambivalent. C'est-à-dire que j'ai besoin des images, mais je les regarde comme ça. C'est compliqué. Et tout ça, parce que je ne sais plus ce que je veux dire. Voilà, oui, que le style indirect, voilà. L'image du cinéma a ce côté parfois qui peut sembler donc obscène, vraiment au sens étymologique, hein, et très prosaïque, tellement visible. Comment on fait lever l'invisible? Et tellement au présent. Et ce présent, bon, je vous en ai parlé hier pour ceux qui étaient là, c'est que je voudrais toujours creuser dans le présent toutes les temporalités qui le composent. Et je crois vraiment que ce n'est pas une tournure d'esprit, ce n'est pas une coquetterie, c'est qu'on vit ça. Non seulement une de nos émotions, si vous dites à un acteur, là tu as peur, là tu es amoureuse, là
attendez, ça marche jamais, parce que c'est trop grand, c'est trop complexe, c'est trop contradictoire. Mais de la même manière, le présent est tellement plein de couches, on est tout le temps... Et donc moi j'avais l'impression que le style indirect me permettait de faire comme une anamorphose dans l'image, de mettre comme un petit grain de paille ou une rayure sur la vitre. Et c'est toujours ce truc que je suis obsédée de retrouver en cinéma, mais peut-être que ça ne peut se faire qu'au montage et pas à l'écriture du scénario. Là je suis en train d'écrire complètement différemment, c'est que j'aime bien changer les temps des verbes. Parce que moi par exemple quand je change un temps des verbes, parce que bon allez, un scénario c'est un document de travail pour vous, vraiment on voit mieux en écrivant. C'est un document pour votre équipe, pour les gens qui vont, toutes les personnes qui vont travailler avec vous, et c'est aussi pour contractuel avec vos producteurs et pour avoir des sous. Bon, alors on n'écrit pas toujours pareil à chaque endroit. Il faut, voilà, hein, il faut être en face des choses. C'est comme ça. Mais néanmoins, moi, je cherchais toujours à ce truc où si je change des verbes, par exemple, je mets du présent, j'aime beaucoup l'imparfait, le futur antérieur. Eh bien, j'ai l'impression que je me donne, je m'hypnotise moi-même, je me mets dans les conditions après de trouver au montage des choses. Et le montage, pas seulement des images entre elles, pas seulement les séquences, mais des sons avec les images, des sons entre eux, des choses comme ça. Et le futur antérieur, par exemple, c'est une chose qui me... Et donc, de faire trembler. Est-ce que ça a vraiment eu lieu ? Est-ce que ça a lieu maintenant ? Est-ce que ça a eu lieu avant ? Ou est-ce que tu voudrais que ça arrive ? Ou est-ce que c'est un exercice de pensée ? Cette chose-là qui fait que, par exemple, bon, je le répète, mais parce que c'est une solution, enfin, ma solution à moi, par exemple, la scène du café avec Vincent Dieutre. Il y a une scène de café, d'ailleurs, cette scène-là, il y avait 2 scènes de café. Celle-là, elle était à la fin du film. Il y en avait une autre que j'ai enlevée. Ils se parlaient. Et Charles, donc joué par Vincent, enfin incarné par Vincent, lui disait quand même tu changes pas, quoi, c'est pas possible. Il était un peu agacé quand même. Moi aussi. On était tous agacés par ce personnage qui est si indécis. Et tout d'un coup, je me suis dit, alors même que la voix introduisait la séquence en disant il n'est pas venu, et s'il était venu, il t'aurait dit ça, je me suis dit ça ne suffit pas pour l'éprouver. Et donc, si je ne mettais pas le direct, ce synchronisme qui parfois, bon, non seulement le personnage, il n'arrive pas à être présent, il n'arrive pas à synchroniser les choses, mais même, j'ai l'impression que le synchronisme, parfois, avale le présent comme si c'était une chose tellement simple et juste là, alors que c'est si mouvant, si hétéroclite, enfin, on danse avec le présent. Et comme dit l'autre, quoi, enfin, René avait fait un film où on essayait de retrouver, bon, un type s'est suicidé. Ah bon, on l'a sauvé, il n'est pas mort. Enfin, comme il ne tient pas à la vie, il y a des scientifiques qui viennent le trouver et qui lui disent « Est-ce que vous voulez bien devenir un cobaye pour une expérience ?» Oui, d'accord. Et ben voilà, vous allez retourner en arrière et vous allez revivre, je crois, 1 minute de votre vie ou 10 minutes. C'est « Je t'aime, je t'aime ». Donc ils rentrent dans la machine, et puis ça ne marche pas du tout comme ils avaient prévu, parce que 10 minutes ou même 1 minute de la vie d'un homme n'est pas 1 minute. Elle contient tout le futur qui va en découler et tout le passé qu'il a... la sécrété en quelque sorte et qui l'habite encore. Et ça, je sens vraiment très fort. Et donc, par exemple, j'ai enlevé les directs et j'ai mis la voix qui est synchrone avec ce que les corps disent à l'image, mais c'est quand même pas eux. Donc, ils le disent, mais ils le disent pas. Mais alors, qui le dit ? Et voilà, ce genre de tremblement. Et votre productrice, elle avait dit quoi ? Alors, ma productrice, justement, comme... Bon, la scène était beaucoup plus longue. Alors au départ j'avais mis la gnit, ça fait bon, et puis tout ça, on arrivait, et puis finalement on voyait qu'elle était devant une agence. Malgré le fait qu'il y avait les affiches avec... Elle me disait, on ne comprend pas qu'on est dans une agence. Je dis, mais il ne faut pas comprendre qu'on est dans une agence. Et c'est voilà. Et elle me dit, mais il ne faut pas comprendre trop tard non plus. Je dis, mais il me semble que on donne des petits signaux comme ça, tout d'un coup, s'il y a une affiche qui arrive, appartement, c'est tel prix... Et elle m'a fait un tel caca nerveux que, alors que la séquence était quand même plus courte, j'ai rajouté un plan et je ne l'ai pas regretté. Comme quoi, vraiment, c'est un dosage si délicat de ne pas être une éponge, c'est-à-dire de ne pas dire amen à tout ce qu'on vous dit, que ce soit le producteur ou quelqu'un d'autre, mais de ne pas être sourd. Et je ne regrette pas de l'avoir mis, j'ai mis avant qu'on sache que c'est vraiment une agence,
un plan où elle est là, et le personnage, enfin ce corps, et elle regarde l'agence, mais on ne voit pas encore tout, on ne voit pas d'une manière encore tout précise, mais il y a elle qui est là, parce que sinon il y a que les photographies, et parfois une main, et voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Elle avait raison, mais pour d'autres raisons que la sienne, mais voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Sur ce ou bien, ce conditionnel, comme tu citais Deleuze tout à l'heure, je vais citer Deleuze à mon tour, parce que c'est quand même... J'ai pensé tout de suite à ce texte par rapport à ton écriture, par rapport au montage et à l'écriture avant. C'est la méthode du entre, donc c'est dans l'image temps. Donc je lis, c'est la méthode du entre deux images qui conjure tout le cinéma de l'un. C'est la méthode du et, ceci et puis cela, qui conjure tout cinéma de l'être, égal et. Entre deux actions, entre deux affections, entre deux perceptions, entre deux images visuelles, entre deux images sonores, entre le sonore et le visuel, faire voir l'indiscernable, c'est-à-dire la frontière. Le tout se confond alors avec ce que Blanchot appelle la force de dispersion du dehors, ou le vertige de l'espacement. Ce vide qui n'est plus une part motrice de l'image, et qu'elle franchirait pour continuer, mais qui est la mise en question radicale de l'image. Alors, ce que je trouvais très beau, anecdotiquement, c'est quand même qu'il y ait cette formule de Blanchot, le vertige de l'espacement. Je ne sais pas si si c'est rentré en écho avec le vertige des possibles. Ça doit être déposé en moi. Je ne l'avais pas relu, mais c'est déposé. Hein. Tellement de choses qui sont... Donc je vais continuer du coup au-delà de ce montage. C'était montré donc dans la séquence, on l'a pas dit, mais donc tu l'as dit un petit peu. Les appartements, ce que je trouvais beau, c'est que c'était effectivement pas une métaphore, mais une construction qui fait qu'à un moment donné se transpose livre à lieu. Et la ville est un livre à un moment donné, livre par l'inceste, mais la ville est bien une ville et le livre reste bien un livre, mais il y a cette notion-là qu'on retrouve dans cette séquence. Alors on va partir dans la ville maintenant. Dans la description d'un combat, tu dis cette phrase magnifique: je ne sais rien faire sinon regarder jusqu'au bout, tout regarder, avec cette passion coupable qu'on met à la contemplation des ruines et des catastrophes. C'est vraiment comme une phrase programmatique du cinéma que tu fais et du vertige, en fait. D'ailleurs, la phrase « le vertige des possibles » est déjà dans Description d'un combat. Donc le titre le titre du film est déjà compris dans le film précédent. Donc écrire et décrire, c'est sur ça que je voulais commencer, c'est regarder, c'est-à-dire filmer la ville. D'abord, c'est regarder, lister. Ça a été déjà énoncé ce matin, notamment par Prosper, sur faire des listes. Donc, le personnage fait des listes, plutôt que qui est une manière d'écrire. Ce n'est pas une non-écriture, c'est une écriture aussi. D'ailleurs, c'est dit à un moment donné dans le film, j'aimerais écrire comme ça, rue bleue, je sais plus, réverbère, lampadaire aligné. Ouais. Aucun bruit, aucun souffle. Bruissement de l'orage. Oui. Un ami perdu. Voilà. Donc d'autres formes d'écriture, mais une écriture des détails, en tout cas une écriture du détail des lieux. C'est dit à un moment donné, justement sur les poissons qui sont filmés, il faudrait repartir des détails, repartir des signes. Alors j'avais plein de questions, mais je vais accélérer mes questions. Peut-être qu'on ne fait pas l'extrait. Si ? Non, pour l'instant je ne fais pas d'extrait de toute façon. Peut-être ce regard jusqu'à la fascination, peut-être c'est quand même central dans le film, et c'est cette fascination dont parle Maurice Blanchot justement, la fascination dont parle aussi Annie Ernaux dans ses textes, c'est-à-dire de regarder. Je vais vous lire un court extrait d'Annie Ernaux. C'est dans La vie extérieure, elle écrit: aujourd'hui pendant quelques minutes, j'ai essayé de voir tous les gens que je croisais, tous inconnus. Il me semblait que leur existence, par l'observation détaillée de leur personne, me devenait subitement très proche, comme si je les touchais. Si je poursuivais une telle expérience, ma vision du monde et de moi-même s'en trouverait radicalement changée. Peut-être n'aurais-je plus de moi. C'est vraiment le regard, la fascination de regarder l'autre, regarder le dehors, regarder la ville, ses détails, jusqu'à être absorbé par cette ville. Alors j'avais un très très long extrait de L'espace littéraire de Blanchot que je ne vais pas lire, mais peut-être juste... Parler, ce n'est pas voilà. C'est l'image en fait, c'est tout simplement, ça s'intitule l'image. Donc, moi je l'ai toujours mis en référence à l'éclipse d'Antonioni, mais du coup au vertige des possibles de Viviane Perelmutter. L'image, pourquoi la fascination, voir suppose la distance, la décision séparatrice, le pouvoir de n'être pas en contact et d'éviter dans le contact la confusion.
Voir signifie que cette séparation est devenue cependant rencontre. Mais qu'arrive-t-il quand ce qu'on voit, quoiqu'à distance, semble vous toucher par un contact saisissant, quand la manière de voir est une sorte de touche, quand voir est un contact à distance? Alors, je vais zapper. La fascination est le regard de la solitude, le regard de l'incessant et de l'interminable, en qui l'aveuglement est vision encore, vision qui n'est plus possibilité de voir, mais impossibilité de ne pas voir, l'impossibilité qui se fait voir, qui persévère, toujours et toujours, dans une vision qui n'en finit pas, regard mort, regard devenu le fantôme d'une vision éternelle. Ce milieu de la fascination où ce que l'on voit saisit la vue et la rend interminable, où le regard se fige en lumière, où la lumière est le luisant absolu d'un œil qu'on ne voit pas, qu'on ne cesse pourtant de voir, car c'est notre propre regard en miroir, ce milieu est, par excellence, attirant, fascinant. Lumière qui est aussi l'abîme, une lumière où l'on s'abîme, effrayante et attrayante. Il y a un très très beau texte justement de Blanchot qui s'appelle « Parler, ce n'est pas voir ». Et je sens ça vraiment tellement fort en cinéma, mais dans la vie, c'est combien. Mais le cinéma au mieux, quoi, il porte à l'incandescence les sens, et de telle manière que c'est comme si on touchait une limite. Et de plus en plus, d'ailleurs, je me dis, j'aimerais donner l'impression à vous, mais d'abord à moi, de voir dans la nuit, que les yeux ne suffisent pas pour voir. Et d'ailleurs, comme Blanchot a déjà dit tout bien, moi je vais partir un peu ailleurs, parce qu'il y a une question voilà, qui me chipote beaucoup, c'est comment on filme l'invisible. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'étais jeune, je m'étais dit, il y a deux choses que je ne ferais jamais, moi. Comme je fais aussi bien du documentaire que de la fiction, et je mets un peu de fiction dans le documentaire et vice-versa, mais je m'étais mis en fiction, je ne filmerai jamais une scène d'amour, des gens qui font l'amour. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pour moi. Je ne ferai jamais ça. Et je ne filmerai pas non plus en fiction quelqu'un qui est malade ou qui meurt. C'est-à-dire que pour moi, et pourtant, vous voyez, j'ai vu Cris et chuchotements de Bergman, que je trouve magnifique, il y a quelqu'un qui est malade et qui meurt, bon. Les scènes où les gens font l'amour, c'est plus compliqué, mais il y a J'ai tué elle de Chantal Akerman, où les yeux me brûlaient. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est des sauterelles. Le corps humain devenait si étrange. Et puis voilà, à un moment, il faut aussi se dire pourquoi je mets la limite là. Parce qu'on est défini aussi bien par ce qu'on veut filmer que ce qu'on ne veut pas filmer. Ce qu'on met hors champ, mais qui vibre. Et je me suis dit, pourquoi? Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il y a quelque chose là. Et peut-être que le film de Chantal Akerman, J'ai tué elle, que j'avais vu il y a maintenant pas mal de temps, mais pas si longtemps que ça, quand même. Enfin, il doit y avoir 10 ans. Je m'étais dit, or, il y a très peu de plans, il n'y a pas de gros plans, il n'y a pas de montage dans le sens où on va accélérer ou quoi. Non, on prend le temps de... Et il y a... C'est des lutteuses de sumo, donc c'est deux femmes qui font l'amour, elles semblent immobiles, et puis tout d'un coup, il y a un truc brusque. Et qu'est-ce qu'on sent? Alors qu'on voit, mais ce qu'on ressent essentiellement, c'est ce qu'on ne peut pas voir. C'est combien, c'est l'élan entre deux personnes. C'est alors même qu'on s'agrippe, c'est de sentir cet élan qu'on a, comme on voudrait être ensemble, comme on voudrait aller vers, et en même temps toute la distance, qui n'est pas montrée, puisque justement on est accouplés, on est proches. Et donc je me suis dit, voilà, je ferai, alors je vais pouvoir, puisque surtout mon personnage, il fallait à un moment que ça s'incarne, il fallait que l'orage éclate et qu'on aille au lit, quoi, que ça s'incarne. Bon, faire l'amour, c'est pas mal comme incarnation. Mais je me suis dit, bon, mince, je suis dans l'endroit où je m'étais dit, non, pas là, pas là. Et comment faire? Et je me suis dit, c'est ça, cherche toujours l'endroit où tu as par l'angle, enfin la boîte à outils des signes cinématographiques, quoi, le cadrage, la lumière, le tempo, enfin tout ça, tu fais frémir, tu fais brûler les yeux des spectateurs. C'est-à-dire, ils voient justement ce qui n'est pas visible. Ils ressentent quelque chose. Et comme d'entendre quelque chose qui est à la limite ou d'une saturation, ou au contraire tellement ténue, est-ce que je l'ai entendu? Voilà, je trouve que le cinéma a
Moi qui déteste le cinéma le fait comme personne. Vraiment. De nous faire brûler, de lever un autre corps. Mais quel est ce corps qui se lève quand on est assis et que soit parce qu'on vole comme un oiseau, ou parce qu'on court, ou parce qu'on a les émotions de quelqu'un qui est tellement différent de nous. La littérature fait ça aussi, hein. Mais là, c'est tellement physique, c'est tellement tous les sens, et qui se rentrent en contradiction. Ai-je entendu ou est-ce que j'ai vu? Est-ce que c'est la voix qui fait que tout d'un coup, ce que je n'avais pas vu, je commence à le voir? Comment les sens s'enrichissent et en même temps se court-circuitent à un moment. Ça, le cinéma, c'est vraiment une aventure, quoi. C'est très beau parce qu'en fait, on devait parler de la ville, du coup, et en fait, on fait vraiment du montage aujourd'hui, puisque du coup, on parle de la ville et tu nous parles du désir et d'un corps et de comment filmer un corps. Non, mais si, mais justement, alors du coup, on va pouvoir continuer la discussion, mais du coup, l'étape après de ce que j'avais écrit, c'était le rapport intime extérieur, dedans, dehors. Dans la ville, il y a une femme. Et donc ce rapport-là dont on a beaucoup parlé, donc on va peut-être pas revenir, mais qui est vraiment au cœur du film et que tu viens d'expliciter par montage. On y a écrit la ville derrière et finalement tu nous as parlé de l'intimité et de ce rapport-là. Puis tu l'as déjà dit tout à l'heure, donc je vais être obligé d'accélérer. Oui. Malheureusement, de ne pas parler des couleurs dont j'aurais voulu parler. Voilà, le vert, le jaune, je vous montre des images. Le bleu, et cette rencontre qui est magnifique justement parce qu'elle s'exprime aussi dans la rencontre de deux couleurs. Voilà, c'est la rencontre du jaune et du bleu qui est très souvent là dans le film. Je ne sais pas si tu as pensé à Van Gogh qui travaillait beaucoup sur ce contraste de couleurs-là ou pas du tout. C'est vraiment juste parce que ce contraste-là t'intéressait. Consciemment, je n'ai pas pensé à Van Gogh, mais j'ai pensé vraiment au chaud et au froid. Aux couleurs, oui. Voilà. Et donc ce couloir qui est la rencontre, l'entre-deux, parce que c'est un couloir en plus, et les deux couleurs qui se rencontrent. Alors on va tout de suite passer à... Et juste alors, parce que comme il y a des personnes qui font ou qui sont en train d'apprendre à faire du cinéma, vraiment repérer d'abord pour écrire, parce que en cinéma, c'est pas l'idée d'un café. Non, c'est un café qui a une certaine topologie, qui a des habitudes, qui a des gestes, qui a des sons. Et même si l'endroit où vous repérez n'est pas le café où vous allez tourner, ça vous met dans ce truc d'être très incarné. C'est pas, on n'écrit pas une idée et on n'écrit pas un personnage non plus. Il a une manière de marcher, il a toute une histoire qui fait qu'il habite les gestes, il a une féminité, par exemple, moi c'était très important. Bon, enfin là je pars sur le truc. Mais juste pour revenir à la couleur et la lumière, repérer aussi énormément pour tourner. D'abord, parce que moi, par exemple, j'avais très peu de sous. Donc, de toute manière, je n'allais pas éclairer. Mais même, moi, c'est ma vision. Encore une fois, rien n'est à prendre comme une vérité. Chacun fait son petit agencement, il n'y a pas de recette. Mais je me suis aperçue que je n'aimais pas éclairer. J'aimais choisir des lieux qui étaient déjà sculptés par la lumière. Sculptés vraiment. L'espace est sculpté par la lumière. Et donc, je vais venir rajouter des petites choses, mais d'emblée, le lieu est choisi pour ça. Et c'est vraiment très important parce que votre scène, alors si vous avez des acteurs ou pas des acteurs, peu importe, mais ce dont il s'agit dans la scène, ça n'existe pas en dehors, comme des souvenirs qu'on a personnels, ça n'existe pas en dehors de c'était quel mois de l'année, c'était quelle heure de la journée, quel était l'air dans les branches, il faisait froid, il faisait chaud. Ça implique des choses au niveau des vêtements, au niveau de la posture des corps, au niveau de la manière dont on parlera. Le cinéma, alors, c'est vraiment ça. C'est 1 heure de la journée, 1 mois de l'année. Et les couleurs, donc, c'est pas juste une ornementation. Ça teinte votre manière de raconter, de ce qui est raconté ou de ce qui est senti, de ce qui vibre. Ça joue autant. Le cadrage, c'est pareil. Parce que le cadrage, c'est quand même ce rapport. D'abord, par exemple, si vous avez un personnage ou un corps, des gens, comment vous le cadrez? Mais comment vous le cadrez? C'est pas pour faire joli. De quoi il s'agit dans cette affaire? C'est si je le cadre comme ça, ou si je le cadre comme ça, ou si je le cadre comme ça,
c'est que je mets en rapport justement l'invisible, c'est-à-dire le lien qu'il a ou avec le lieu ou avec d'autres personnes, qui sont dans le champ ou pas dans le champ, mais elles frémissent là. Qu'est-ce que vous mettez hors champ? Et par exemple, dans le film, j'ai travaillé beaucoup, puisque je voulais que les gens ne reconnaissent pas tout de suite, et pas pour faire ah, quelle est cette ville? Non, c'est parce que si vous reconnaissez, vous pliez l'affaire, quoi. Or, commentaire étrangère, quand on n'est pas dans ces marques, alors on regarde plus attentivement. C'est cette attention-là. Et donc c'est filmé, je m'étais dit, sans faire système, sans que ça devienne systématique, commence les séquences par des gros plans. Parce que même si c'est un café tout à fait ordinaire, si j'avais un plan, ah ouais, ok, c'est un café, ok. Ah, non, mais là, c'est quoi? Des mains? Alors, des mains quoi? Alors, le couloir, bah, vous voyez, même un appartement, alors devient une chose, un agencement d'objets. Ah oui, tiens, c'est des objets comme ça. Ah oui, tiens, qu'est-ce que ça suppose comme geste? Les objets nous racontent. Et plus vous, parfois, vous rétrécissez votre champ, plus d'abord vous focalisez l'attention, puisqu'on ne reconnaît pas, mais plus vous faites vibrer le hors-champ. Et que si vous laissez assez de temps pour lire, ah bah attendez, oui mais même un petit objet, ah oui mais attendez là, le matériau raconte que c'est pas au 19e siècle. Le matériau raconte des choses aussi par rapport à une époque. La lumière, les sons racontent quelque chose d'un état du monde. Non, et juste une chose là, au niveau de la fabrication, c'est que quand on va repérer, il ne faut pas aller comme on trace dans la ville non plus. Il faut parfois aller en disant, voilà, moi je voudrais ce café, il est exposé comment, quelles sont les heures, ok. Mais si vous avez que des choses en tête, vous rétrécissez votre champ, traînez dans les lieux. Parce que des choses imprévues arrivent qui vont vous nourrir et que le réel est beaucoup plus faux que toutes nos imaginations. C'est pour ça que de plus en plus dans l'écriture, j'aime m'ancrer dans le réel et après décanter, recomposer des choses. Et même quand on parle de rêve, je trouve qu'on a souvent une manière de dire bah, le rêve, ouais, ça permet tout. Non. Le rêve a une logique. La pensée a une logique. Elle est très bizarre, elle est justement erratique, mais elle a une logique. C'est pas youpladi, pladam et toc toc, monsieur Falacoc. Et même le rêve, qui est un rébut, c'est un retour sur quelque chose que vous avez vécu. Ça s'ancre dans le réel. Mais le réel, attendez, à chacun de dire comment il l'approche. Et il faut parfois énormément d'artifices, par exemple comme chez Bresson, il faut énormément d'épure pour capter quelque chose du réel. Parce que sinon, eh ben, on vivrait dans un chaos total. Moi, j'ai eu un moment ce rêve quand j'étais adolescente qu'on me greffe une caméra dans l'œil. Laissez-moi vous dire que ce serait un chaos. Et même pour voir la confusion, il faut un certain agencement. Donc la ville, l'écriture de la ville par les lieux, on arrive au palimpseste, qui est la dernière partie, qui va s'articuler surtout, je le dis, sur les ruines et sur les écritures, mais je vais essayer d'aller vite. Oui. La ville labyrinthe, donc, ville-livre, on l'a dit, qui est un palimpseste, car les histoires, les vies s'y inscrivent, même si elles sont éphémères, les unes par-dessus les autres, justement, les unes après les autres, toutes ces strates qui sont développées, déployées, dépliées par le film, et les murs qui deviennent les pages du livre, mais aussi la peau du corps intime que tu auscultes avec ta caméra loupe même, j'ai écrit. Les murs sur lesquels s'inscrivent les traces de ces vies, c'est la ville prise dans ses métamorphoses, entre la ruine et le lieu en construction, la ville métamorphique, comme dans les films d'Antonioni. Alors j'ai tout de suite pensé au trajet de Lydia, interprété par Jeanne Moreau dans La Notée, la nuit, du centre de Milan à la périphérie. C'est vraiment une flânerie à la lettre, c'est un trajet dans l'espace, mais c'est aussi un trajet dans le temps. D'abord la ville, ses passants, ses événements que découvre la flâneuse, et puis ensuite la ville moderne, reflets et structures, ligne droite, tableau abstrait, si vous vous souvenez de la séquence. Puis cet épisode, un bâtiment en ruine, un enfant qui pleure, une horloge cassée, et la main de Lydia qui enlève un morceau de rouille qui s'effrite sur la porte. C'est comme un rébut, comme c'est dit dans le film et comme tu le disais tout à l'heure. C'est une image du temps, mais une image du temps incorporée dans l'espace, ou de l'espace transformé par le temps. L'enfant, les ruines et l'horloge, c'est aussi le sabi japonais dont parle Tarkovsky dans Le temps scellé, c'est-à-dire la rouille, les objets qui sont rouillés, qui sont marqués par le temps. Une inscription du temps dans les objets et donc dans les lieux.
Et la finalité en plus de la marche de Lydia, c'est d'aller à la périphérie de la ville, mais c'est aussi d'aller vers son passé, puisque ce voyage est un voyage dans le temps. Elle retourne dans un lieu du souvenir, là où elle a vécu quelque chose de son passé. Alors dans le Vertige, il y a les ruines, la ville détruite qu'on a aussi retrouvée quand on l'a analysée en cours dans Un homme qui dort de Bernard Kessan et Georges Perec, dans cette partie qui s'appelle La destruction. Alors sur la ruine, c'était un peu ma surprise. Je vais te laisser parler, mais je voulais te confronter aux images que tu as filmées. Donc on a, j'espère tous encore en tête, donc ces pans de mur où on voit des morceaux de papier peint qui restent et qui sont des traces des habitations, comme des strates de ces temps passés, de ces vies passées. J'ai trouvé un texte de Rilke, je ne sais pas si tu le connaissais, dans les carnets de Malte Loris Bridge, et que je vais le lire. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Des maisons, ou peut-être plus précis, c'était des maisons qui n'existaient plus, des maisons qu'on avait démolies de haut en bas. Ce qui était là, c'était les autres maisons, celles d'à côté, les hautes maisons voisines. Elles risquaient manifestement de s'effondrer depuis qu'on avait retiré tout ce qui était à côté, car tout un échafaudage de longs troncs d'arbres goudronnés avait été encastré obliquement entre le chantier plein de gravats et le mur pris à nu, et le mur mis à nu. Je ne sais pas si j'ai déjà dit que c'est de ce mur dont je veux parler. Mais ce n'était pas, si l'on peut dire, le premier mur des maisons subsistantes, comme on aurait pu le supposer, mais le dernier mur des anciennes. On voyait le dedans. On voyait aux différents étages des parois où des tentures étaient restées collées çà et là le commencement d'un plancher ou d'un plafond. À côté des cloisons des chambres, on voyait aussi tout au long du mur un espace d'un blanc sale, au milieu duquel rampait, d'une manière atrocement écœurante, qui évoquait le mouvement mou d'un ver ou le trajet de quelque digestion, la descente crevée et couverte de taches de rouille des cabinets, des chemins qu'avaient suivis autrefois les conduites du gaz, d'éclairage. Il subsistait au bord des plafonds des traces poussiéreuses et grises qui, de façon tout inattendue, changeaient soudain de direction et allaient se perdre dans la cloison colorée ou dans quelques trous noirs brutalement creusés là. Mais les murs des chambres étaient malgré tout ce qu'il y avait de plus inoubliable. La vie opiniâtre de ces chambres ne s'était pas laissée fouler aux pieds. Elle était encore là, accrochée aux clous encore en place, enfoncée dans les bouts de plancher larges comme la main qui subsistait, recroquevillée, dans ce qui restait des recoins, et là où s'était conservé un peu d'intimité. On pouvait la retrouver dans les couleurs qu'elle avait lentement transformées, année après année, le bleu changeait en vert de moisissure, le vert devenu gris et le jaune un blanc usé et rance, qui commençait à pourrir. Mais elle s'était maintenue aussi sur les emplacements plus récents, autrefois protégés derrière des miroirs, les tableaux, les armoires. Car elle avait détruit puis redessiné leurs contours, et elle était présente, par les araignées et la poussière, dans ces endroits cachés, maintenant à découvert. La vie était dans tous les lambeaux semblables à de la peau écorchée, elle était dans les boursouflures que l'humidité faisait gonfler, dans le bas des tentures. C'était elle qui s'agitait dans tous les haillons déchirés, elle qui transpirait horriblement de toutes les taches anciennes. Et de ces murs, jadis bleus, verts ou jaunes, encadrés par les lignes de cassure des parois transversales détruites, émanait l'air de toutes ces vies, l'air tenace, paresseux, méphitique, qu'aucun vent n'avait encore dissipé. C'est... Je sais pas. Alors, juste... Merci beaucoup pour tes montages. Je pense qu'on a commis une erreur de montage. C'est très intéressant. Parce que le montage, vous changez une séquence de place, vous changez la tonalité, vous changez même, par exemple, un personnage. Et, par exemple, pour la séquence de l'agence immobilière, je pense qu'on aurait dû montrer d'abord le film et puis faire... et dire les trucs avant. Je sais pas. Non ? C'est une question de montage. Ou bien... Bon. Normalement, tout le monde aurait dû voir le film hier, donc c'est pour oui. ça. Moi, je suis pas compris que, c'est vrai. Que c'était inscrit. Et je regrette de ne pas vous écouter parce que j'aimerais beaucoup échanger avec vous, mais voilà, il est fort tard. Et moi aussi, j'avais amené des petits biscuits. Bon, il y avait un truc de Deleuze, mais tant pis. C'était comment il disait que le cinéma pouvait nous redonner une croyance dans ce monde, ce dont nous avons vraiment besoin. Mais alors, c'est juste que j'avais eu le sentiment avec ce film, Le Vertige, de faire un inventaire furieux et impossible de la beauté du monde et d'un monde qui est si fugitif.
Et justement, Rilke, dans son élégie, à un moment, il fait l'éloge du regard de l'adieu. Vous savez, quand on... alors peut-être pas quand on va mourir, mais quand on part en voyage, ou quand on va déménager, et qu'on regarde les choses, alors non pas en disant est-ce que j'ai bien fermé le gaz, vous voyez, toujours comme l'habitude peut nous faire tracer, mais tout d'un coup de se dire comment je serais quand je reverrai ça, et voilà. Et c'est juste une petite chose, mais ça résonne souvent en moi, c'est une fois chaque chose, seulement une fois. Une fois et jamais plus, et nous aussi une fois, jamais plus. Mais ceci, avoir été une fois, même si ce ne fut qu'une fois, avoir été de cette terre, cela semble irrévocable. Merci beaucoup et une prochaine fois. Alors,